Mercredi 22 janvier 2020, bienvenue sur la grande édition de Zaï TV, les titres. Le président Talon a présidé la cérémonie d'installation de la nouvelle mandature du Conseil national de l'éducation ce mardi. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans un instant. Reçu sur le Café Média Plus du vendredi 17 janvier dernier, le vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Guian, s'est prononcé au sujet des récents événements de Savè. En sport, les écureuils footballeurs du Bénin joueront la RDC, le Madagascar et la Tanzanie en éliminatoire du Mondial 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2020 a pris quelques grandes décisions, dont la convocation du corps électoral pour l'élection des conseillers communaux et municipaux pour le 17 mai 2020. La transmission à l'Assemblée nationale pour adoption des projets de loi portant modification de la loi numéro 2019-11 du 25 février 2019 portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance politique. La loi organique sur la Cour des comptes. Modification et complément de la loi numéro 2018-18 du 2 juillet 2018 portant régime juridique à bail à usage domestique en République du Bénin. Modification et complément de la loi numéro 90-16 du 18 juin 1990 portant création des forces armées béninoises. Statut spécial des personnels militaires des forces armées béninoises. Statut spécial du personnel des douanes en République du Bénin. Statut spécial du personnel du corps des eaux, forêts et chasses en République du Bénin. Statut spécial du personnel de la police républicaine. Composition et attribution et fonctionnement de la commission d'avancement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Le Conseil a également procédé à plusieurs nominations au sein de l'administration publique. Le président Patrice Talon a installé le mardi 21 janvier le Conseil national de l'éducation à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Occasion pour le président de l'exécutif béninois de se réjouir de la fin des affectations politiques, une des grosses plaies qui minent l'école béninoise. 4 des 29 conseillers investis ont été désignés par le président de la République, 6 par les ministres en charge de l'enseignement, 6 élus par diverses organisations et 13 sélectionnés par appel à candidature. Le poste de chercheur n'a pas été pourvu pour le compte de cette mandature. Ces 29 personnalités étaient toutes présentes au Palais des Congrès de Cotonou, où elles ont été installées dans leur nouvelle charge par le président Patrice Talon. Retour sur cet événement à travers un extrait des propos tenus par le président Patrice Talon en cette occasion. C'est avec un sentiment de satisfaction, d'enthousiasme et d'espérance que je voudrais, avec chacun ici présent, consacrer l'aboutissement d'un long processus de diagnostic, d'études, de conception et de mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance de l'école au Bénin. Pour compter d'aujourd'hui, les personnalités les plus unanimement réputées, expertes dans les divers domaines de l'éducation, quelle que soit leur couleur politique, présideront au destin de l'école. Qu'il s'agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, de la carte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit sans les sachants que voici. Mesdames et messieurs, mon enthousiasme est sans pareil parce que la mise en place du CNE est le début d'un processus de mutation complète de notre système éducatif, principal atout de notre développement. C'est d'ailleurs en cela qu'en aspirant aux plus hautes fonctions de notre pays, mon ultime conviction était déjà de faire de notre système éducatif la première priorité nationale telle que proclamée par le législateur béninois en 2003 dans la loi portant orientation de l'éducation nationale. À cet effet, j'avais alors affirmé la nécessité de reconstruire le système éducatif en phase avec les ambitions économiques de notre pays. C'est donc pour honorer cet engagement
que j'ai entrepris en premier lieu le rebasage de la gouvernance de l'école et enclenché le processus dont nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. En observant vos qualités intellectuelles, professionnelles et morales, ainsi que la diversité de vos profils, j'ai la conviction que vous exercerez vos fonctions d'orientation, de coordination, de décision et de suivi-évaluation avec compétence, clairvoyance et abnégation pour impulser les performances du système éducatif dans un esprit coopératif avec tous les acteurs. À ce propos, j'en appelle à votre sagesse et à votre sens de responsabilité. Il vous reviendra avec les ministères en charge de l'éducation, qui ne seront pas pour autant désœuvrés, de prouver à nos enfants, les enfants du Bénin, qui veulent que notre école soit au diapason de leurs rêves, à la hauteur des exigences et défis de leur temps, que l'éducation est vraiment le seul moyen de construire l'homme, matière première de toute épopée. Cela, je sais que vous en êtes capable. Mon gouvernement, parce qu'il croit à la contribution irremplaçable de l'éducation au développement des nations, jouera sa partition pour vous accompagner dans cette noble et délicate mission. Restons dans le cadre de la cérémonie solennelle consacrée à l'installation des membres du Conseil national de l'éducation. Suivez à présent le professeur Noël Baguidi, président du Conseil national de l'éducation. Il me revient aujourd'hui l'insigne honneur de répondre au nom des membres du Conseil national de l'éducation à la redoutable confiance que le gouvernement béninois a placée en chacun des membres de ce Conseil. Mesdames, Messieurs, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait un illustre africain. C'est donc bien logique que le législateur béninois ait affirmé que l'éducation constitue la première priorité nationale. Elle constitue une tâche prioritaire en vue du développement économique et social de la nation. Et pour veiller à l'exécution diligente de cette tâche, il a institué un Conseil national de l'éducation. Monsieur le Président de la République, conscient de l'importance de cette tâche et taraudé par votre volonté irrépressible de transformer radicalement la société béninoise, vous êtes fixé comme objectif de reconstruire le système éducatif béninois en phase avec vos ambitions légitimes de transformation radicale de la société béninoise dans tous ses aspects. Pour ce faire, et dans la logique du législateur, vous avez décidé de rénover le Conseil national de l'éducation, considéré explicitement comme l'organe supérieur du système éducatif béninois. Votre gouvernement a alors conçu un organe de type nouveau, avec des attributions fortes, avec une organisation souple pour un fonctionnement efficace. Et pour conduire cet organe, pierre angulaire pour la poursuite de l'amélioration irréversible des performances du système éducatif béninois, vous avez choisi des femmes et des hommes. Ces femmes et ces hommes que vous avez choisis, c'est nous. Nous, les conseillers ici réunis. Vous avez fait confiance et vous avez placé votre confiance en ces hommes qui ont désormais la charge redoutable de faire jouer au Conseil national de l'éducation sa partition de la transformation radicale du système éducatif béninois. Désormais, le Conseil national de l'éducation sera cet organe qui jouera sa partition pour le nouveau départ de l'éducation avec les performances à la dimension de vos attentes. Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, nous vous en sommes reconnaissants.
Nous sommes à la fois heureux d'avoir pu mériter cette confiance et conscients de l'immensité de la tâche. En effet, les réformes sont pressantes et les attentes sont fortes. Mais nous acceptons cette noble charge et nous sommes déterminés à l'assumer avec honneur, avec abnégation, avec discernement, responsabilité, dignité et efficacité. Monsieur le Président de la République, je prends l'engagement, à mon nom personnel et au nom de mes collègues, que ni la confiance placée en nous, ni les attentes du peuple béninois ne seront déçues. C'est fort de cette confiance que je vous réitère notre engagement et notre détermination à relever cet exaltant défi. Le Conseil national de l'éducation a principalement pour mission de veiller au respect des grandes options éducatives de l'État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation nationale et à la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin. Je vous invite à suivre à présent le secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. Il fait la genèse de cette institution au micro de nos reporters. Monsieur le Président de la République, il y a 4 ans, à pareille période de l'année 2016, lorsque vous aspiriez aux plus hautes fonctions de notre pays, votre intime conviction était de faire de notre système éducatif une priorité absolue. Ainsi, dès votre entrée en fonction, le 6 avril 2016, les toutes premières séances de travail étaient consacrées au secteur de l'éducation. Avec la constitution, en mai 2016, du comité technique de mise en œuvre et de suivi des réformes de l'administration du système éducatif. Vous étiez convaincu, Monsieur le Président de la République, que le projet de transformation de la société béninoise devait appeler une profonde réforme du système éducatif béninois, dont celle du Conseil national de l'éducation, mieux structurée et composée d'experts aux compétences et expériences avérées. Au cours des travaux de ce comité technique, plusieurs séminaires gouvernementaux élargis à divers sous-comités ont été organisés pour apprécier l'évolution des réflexions, mieux préciser les orientations, affiner les missions, définir les relations entre le CNE et les ministères sectoriels chargés de l'éducation. Et ceci pour assurer une parfaite synergie entre les différents acteurs et surtout éviter les multiples interférences politiques, source de dysfonctionnements majeurs dans le secteur. Sur la base de tous les travaux réalisés par le comité technique, le Conseil des ministres a décidé de mettre en place, en août 2017, un comité d'installation du CNE. Sa mission était de prendre en charge les différentes tâches prescrites jusqu'à l'installation effective du nouveau Conseil national de l'éducation, notamment relire les textes devant régir le CNE et les mettre en forme, définir les modalités d'élection et conduire tout le processus électoral dans les différents corps des 3 ordres d'enseignement. Et enfin, lancer l'appel à candidature et procéder au recrutement du secrétaire exécutif du CNE. Lors de la relecture des textes, il était apparu nécessaire d'organiser de nouveaux séminaires sous la présidence effective du président de la République. Au cours de ces séminaires, les options stratégiques ont été validées, des recommandations ont été faites pour le réajustement de certaines dispositions. Un atelier de vérification de la prise en compte des amendements a été organisé avant l'adoption par le Conseil des ministres le 29 août 2018
du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Un tel processus participatif et inclusif pourrait paraître long, mais il était indispensable au regard de l'enjeu de cette réforme et de son impact sur les perspectives de développement de notre pays. Monsieur le Président de la République, le CNE, dont vous procédez ce jour à l'installation des membres, est l'organe supérieur du système éducatif au Bénin. Hôte du 261e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus le vendredi dernier à la Maison des Médias, le député Robert Briand s'est prononcé sur les récents incidents survenus à Savet. Pour le général des armées béninoises à la retraite et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, 8e mandature, il est logique que l'armée puisse entrer dans le jeu afin d'éviter la création d'une zone d'insécurité criarde qui serait profitable aux djihadistes. Pour plus de détails, je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Sur la situation de Savet de manière globale, tout à l'heure, vers la fin, quelqu'un disait que c'est une insulte en parlant de ce qui se passe à Savet. Oui. Mais est-ce que vous pensez, je réponds à cette personne, est-ce que vous pensez, parce que une minorité dans un village conteste la légitimité des députés à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que c'est ça qui suffit pour semer le trouble dans un pays? Je ne pense pas. Ce n'est pas une minorité qui va se faire justice, non pas du tout. Dans la mesure où les députés qui sont là, la Cour constitutionnelle a dit qu'ils sont valables, qu'ils sont légitimes. Je ne pense pas que ce soit une minorité sous prétexte qu'elle est contre les élections législatives qu'on qualifie d'exclusives, que cette minorité va se lever comme si c'était un pouvoir et assumer le désordre. Moi, je vous dis, et je le répète, il faut que force reste à la loi. Dans un pays, si on permet à une frange d'une population dans un village de se comporter comme ça, mais on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Estimons-nous heureux que notre pays soit un pays pacifique. Aujourd'hui, le Niger, ce qui se passe, c'est grave. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, moi j'étais à la frontière du Bénin-Burkina. C'était le samedi passé. Le samedi, demain, ça fait une semaine. Mais j'ai sillonné la frontière, pas hélicoptère, la frontière du Burkina sur le parc Pinjari pour voir est-ce que les inquiétudes, parce que la France a tout fait de dire que la zone Pinjari est au rouge. On a sillonné. On a même frôlé le Burkina. On est allé dans un village qu'on appelle Alit, où il y avait un campagne de chasse. Mais tout est désert. Mais le côté béninois, c'était bien. Tout ce qu'on a déploré, c'est que lorsque on a survolé un troupeau d'éléphants, après on a vu un troupeau de 5 lions, et comme par hasard, on voit un troupeau de bœufs avec des peuls au milieu de la bourse. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est du côté Burkina qu'ils ont franchi la Panjari, parce que la Panjari n'est pas trop, pour arriver de ce côté. Mais lorsqu'on a atterri avec l'hélicoptère, bon, ils ont fui, ils sont partis, et les bœufs étaient là et couraient dans tous les sens. C'est pour dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la sécurité que nous avons au Bénin, il faut qu'on soit vraiment fiers de cette sécurité-là. Et tout le long de la frontière, j'espère que je ne dis pas de secret de défense ici, mais on a des militaires béninois, 2 compagnies, armés jusqu'aux dents. Si bien que quand les gens disent que les djihadistes peuvent traverser pour venir de ce côté, c'est un peu difficile. J'ai vu nos militaires, ils sont là, ils se relaient. Vous voyez, tous les 100 mètres, vous les voyez avec gilet pare-balles, un peu partout, avec tout l'arsenal. Ce qui fait que, d'après nos renseignements, le côté burkinabé sait que si franchi du côté béninois, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est pour dire que, vous voyez, la frontière béninoise du Burkina pouvait être une frontière qui va nous inquiéter. Mais aujourd'hui, elle nous rassure.
Alors, ce n'est pas dans ces conditions, en ce moment précis, qu'on va dire que c'est dans une localité que des djihadistes vont se créer, parce que c'est comme ça. Ils se disent qu'ils sont contre ce que le régime a fait, et on a proclamé les résultats légitimes, pour cela ils ne sont pas d'accord. Vous trouvez que ça c'est normal? C'est des individus qui vont se lever pour dire que ce que la Cour constitutionnelle a proclamé, les députés sont légitimes, qui ne sont pas d'accord. Et pour cela, ils doivent faire ce qu'ils veulent. Moi, je pense que ce n'est pas ça la vérité, ce n'est pas ça la réalité. C'est pour cela, quand je dis oh la loi, parce que ceux-là qui se manifestent, mais qu'est-ce qu'ils réclament? Il n'y a rien de légitime qu'ils réclament. Tout ce qu'ils réclament, parce que bon, on leur a dit, et on a l'impression même qu'il y a des mains invisibles. Et on leur dit, ah, les députés qui sont là, il ne faut pas accepter. Mais on a déjà fini avec ce débat. Le dialogue politique est arrivé. On dit, construisons notre pays. Et tournons la page. Alors, si aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a fait, l'amnistie, on a amnistié les gens, mais que les gens restent dans un coin pour pouvoir réveiller les vieux démons, vous trouvez ça normal? En passeport, le Bénin connaît depuis le mardi soir ses adversaires pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils vont affronter les Léopards de la République démocratique du Congo, les Barrières de Madagascar et les Taifa Stars de la Tanzanie dans le groupe Ponchi. À la première lecture, c'est une poule équilibrée jouable pour Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers. Juste après le tirage, le sélectionneur national Michel Dussueur a livré ses premières analyses sur la composition du groupe avec un regard sur la Tanzanie, considérée comme le petit poussé. Il est au micro de l'officier média de l'équipe nationale, Hugues Zinsou-Zouno. La première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un groupe homogène, parce que les 4 équipes étaient présentes à la dernière édition de la phase finale de la CAN. Donc c'est un groupe qui est relevé, qui est compact. La RDC sera le favori de ce groupe, mais je pense que ce sera un groupe serré, où chaque équipe pourra jouer pleinement sa chance. C'est une équipe qui est en progression, elle s'est qualifiée à la dernière édition, comme je l'ai dit, après plus de 40 ans, je crois, de disette. Donc c'est une équipe qui est en progression avec une star dans l'équipe, l'attaquant Samata. Je pense que c'est une équipe qui posera des problèmes aux autres, mais comme je l'ai dit, c'est un groupe où, avec la présence de Madagascar qui a été, avec le Bénin, la surprise de la dernière édition de la phase finale. Ce sont des équipes qui auront à cœur de poser des problèmes, en tout cas à la RDC. La plupart des observateurs du Cuiron partagent cette lecture du groupe des écureuils faite par Michel Dussueur. Ils estiment que le Bénin pourra jouer les troupes faites et si les quarts de finalistes de la dernière CAN se préparent dans les conditions optimales. A priori, c'est vrai que c'est un groupe équilibré vu un peu les performances actuelles et le niveau actuel des différentes équipes qui composent cette poule. La République démocratique du Congo qui sort d'une CAN, on dira, ratée en Égypte. La République démocratique du Congo qui, dans cette poule-là, est quand même l'équipe la plus expérimentée, qui a déjà participé à la Coupe du Monde en 1974, on s'en souvient, même si ça ne l'a pas laissé de très bons souvenirs. Mais c'est une équipe qui dispose d'un capital d'expérience et qui dispose des joueurs qui évoluent à un niveau assez élevé. Et donc, pour moi, c'est la République démocratique du Congo qui est le favori naturel de ce groupe. Après, vous avez Madagascar qui, comme le Bénin, a été l'une des révélations de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 2019. Les Malgaches qui sont sur une bonne lancée, qui, en tout cas, sont en train de surfer sur leur bonne Coupe d'Afrique des Nations et qui ont envie de franchir également des paliers. Et puis après, vous avez la Tanzanie avec sa star Samantha. C'est vrai qu'on pourrait minimiser la Tanzanie dans ce groupe-là, mais c'est généralement des équipes difficiles à jouer. Le Bénin en sait quelque chose. Les Tanzaniens ont déjà tenu en échec le Bénin en amical. On se souvient également des éliminatoires de la CAN 2004 avec le 4-0 du Bénin au stade René Pleven. Bref, c'est un groupe dans l'ensemble équilibré, mais cet équilibre-là ne devrait pas faire que la tâche s'annonce difficile parce qu'il n'y a pas une équipe qui se détache totalement du lot. Ça fait que les matchs seront ouverts et chaque équipe pourra crânement jouer sa chance. Moi, je trouve que à l'arrivée, bon, c'est peut-être l'un des meilleurs groupes dans lequel le Bénin pouvait tomber. C'est la RDC qui est
l'équipe favorite. Mais aujourd'hui, sur l'échiquier continental africain, le Bénin aussi fait partie des grandes équipes. Donc, comme je l'ai dit au départ, nous avons aussi notre chance à jouer. Donc, on ira, comme on le dit, titiller la RDC. Donc, Madagascar, c'est aussi une révélation comme nous. Mais devant cela, on peut toutefois passer. Donc, il s'agira pour nous d'aller vraiment jouer fortement notre chance à l'extérieur, histoire de faire la différence à domicile. Mais dans l'ensemble, moi, je crois que c'est une poule abordable et qu'on peut sortir notre bout de nez. Le Bénin et Madagascar, au vu de leur palmarès quart de finalistes, sont des équipes qui pourraient faire le jeu face à la RD Congo. Maintenant, il faut tenir compte du donné qu'on oublie souvent, c'est qu'on est en phase de qualification. En phase de qualification, les données ne sont pas les mêmes que la phase finale. Et vous allez le constater, vous avez des équipes comme la RD Congo, la Tanzanie, qui sont souvent très difficiles à jouer en phase de qualification. Madagascar, c'est vrai, on nous dira, ils ont récemment fait un bon score. Sinon, un lourd score du côté de Niamey face au Niger. Mais attention, attention, je pense que le Bénin doit maintenir le cap en matière d'organisation et vraiment se prendre au sérieux. Parce que là, c'est une place qu'on veut et ça va être très, très, très disputé. À présent, quelques informations en dehors de nos frontières. En RDC, le président Félix Tshisekedi a été rappelé à l'ordre par la présidente de l'Assemblée nationale, une réalisation de Anifat Boukari. En République démocratique du Congo, c'est ce qui semble être la réponse du berger à la bergère. Hier mardi 21 janvier, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a recadré le président Félix Tshisekedi sur ses propos du 19 janvier. Dimanche soir, en effet, le chef de l'État s'était dit prêt devant ses partisans à dissoudre la Chambre basse dominée par les partisans de l'ancien président Joseph Kabila, et cela en cas de crise. La présidente de l'Assemblée le met sérieusement en garde. Mardi matin, dans le cadre de la revue régulière de la situation des droits humains dans les pays membres de l'ONU, c'était au tour de la Guinée justement de passer devant ses pairs. Alors que depuis le début de la mobilisation contre un changement de constitution, des violences meurtrières ont fait des victimes parmi les civils et les gendarmes. Les Pays-Bas, le Canada, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, tous évoquent leur inquiétude concernant l'encadrement des manifestations ces derniers mois. Ces pays demandent des enquêtes impartiales concernant les violences survenues lors des manifestations. La Slovaquie a dit son inquiétude face à l'utilisation d'armes par les forces de sécurité. De nombreux pays d'Asie ont renforcé mardi leur contrôle face à la propagation du nouveau virus semblable au SRAS qui a déjà provoqué la mort de 9 personnes en Chine et fait craindre une crise sanitaire mondiale. À Wuhan, ville de centre de la Chine, d'où est partie l'épidémie de pneumonie, les autorités locales affirment avoir renforcé les contrôles. Et pour finir, selon les scientifiques, une partie de notre système immunitaire récemment découverte pourrait être exploitée pour traiter tous les types de cancers. L'équipe de l'université de Cardiff a découvert une méthode pour tuer les cellules cancéreuses de la prostate, du sein, des poumons et autres lors de tests en laboratoire. Les résultats publiés dans Nature Immunology n'ont pas été testés sur des patients, mais les chercheurs affirment qu'ils ont un potentiel énorme. Les experts ont déclaré que bien que les travaux n'en soient qu'à leur début, ils étaient très prometteurs et pleins d'espoir. Les infos du 5e Forum international de la Shoah pour mettre un terme à cette édition. Aujourd'hui s'ouvre en Israël le 5e Forum mondial de l'Holocauste à Yad Vashem. Ce forum dit de la Shoah se tient les 22 et 23 janvier. Ce forum marque aussi le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz
et 42 chefs d'État, dont 26 présidents, sont déjà à Jérusalem dans ce cadre avec un trajet touristique improvisé par le président français Emmanuel Macron. Fondée en 2005 par le président du Congrès juif européen, Moshe Kantor, la Fondation pour le Forum international de la Shoah est une organisation internationale qui se consacre à perpétuer la mémoire de la Shoah et ses leçons primordiales pour l'ensemble de l'humanité dans la lutte contre l'antisémitisme. Les précédentes rencontres avaient eu lieu à Auschwitz, Babi Yar et Térésine en collaboration avec Yad Vashem et avec une représentation politique et diplomatique du plus haut niveau. Selon le docteur Moshe Kantor, président de la Fondation pour le Forum international de la Shoah, cet événement va donner aux dirigeants du monde entier une opportunité unique de s'opposer et de dire stop à l'antisémitisme. Cette conférence se tient à un moment historique clé, soit 15 ans après la libération d'Auschwitz, Birkenau, et alors que les voix du négativisme et de l'antisémitisme se manifestent à nouveau, a ainsi déclaré le président israélien Reuven Ruvi Rivlin. Nous ne soutiendrons jamais ceux qui falsifient la vérité et qui tentent de faire oublier la Shoah, qu'il s'agisse d'individus, d'organisations, de dirigeants politiques ou de chefs d'État. C'est sur cette déclaration du président israélien que nous mettons un terme à cette édition. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Gardez le réflexe www.réservetv.bg. Bonsoir.